Archéoastronomie, mégalithes et cupules. Moi-même, Didier Stuerga et Klaus Schaffer-Blackenhorn, nous vous présentons les travaux de M. Stéphane Meder. Dans cette première partie, nous allons nous focaliser sur la Grande Ourse et le pôle céleste. Alors, on vous propose une sémiologie stellaire des pierres à cupules. Alors, dans ce titre, des termes particuliers, rentrons plus dans les détails. Vous avez dit cupule. Alors, cupule, littéralement du latin, c'est petite coupe. En fait, c'est une dépression creusée à la surface d'un rocher, d'un mégalithe, voire même d'une paroi de grotte. On parle donc, par extension, de pierre à cupule. La taille des cupules peut aller de quelques centimètres à la dizaine de centimètres. On a, si ce sont des toutes petites cupules, des choses qu'on appelle plutôt des points, nous n'en parlerons pas dans cette présentation, qui permettent de faire des dessins, des figures. On a aussi des cupules de grande taille, qu'on appelle plutôt des vasques, des cuvettes ou des bassins. Ici, un exemple avec un polissoir. La déformation a été obtenue par action répétée de l'homme. Et puis, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cupules à proprement parler, c'est-à-dire avec des tailles de quelques centimètres à la dizaine, maximum dizaine de centimètres. Elles peuvent être reliées par des rigoles. C'est pas toujours le cas. C'est de là que vient l'origine de toutes les croyances autour d'éventuels sacrifices sur les mégalithes. Il n'y a aucune certitude autour de ça. Mais nous ne parlons pas des cupules reliées par des rigoles dans cette présentation. Alors, quelques exemples ici dans Briançonnet, avec une magnifique pierre à cupule à Monétier. Une autre magnifique dalle avec plutôt des bassins énormes. On est en Turquie, à Göbekli. Et puis, une photo que vous allez trouver sur Internet, qui a été faite juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui vous montre des Amérindiens avec une utilisation pratique de grandes cupules qui servent donc de zone pour piler ou broyer des céréales ou des aliments. Voilà. Ici, un site de randonnée en Alsace qui vous montre de euh, magnifiques bassins dans les Vosges, dans la Haute-Alsace. On a dit également sémiologie. Alors, sémiologie, j'ai mis science au pluriel parce qu'il y en a beaucoup de variantes. Elles étudient en fait les systèmes de signes, donc les langages et autres. Alors, en fait, c'est le signifiant et le signifié, c'est-à-dire ce que l'on veut dire et comment on veut le dire. Alors, le début, c'est évidemment la linguistique. Ça n'a aucun rapport avec ce qui nous intéresse ici, c'est Ferdinand de Saussure, début du siècle précédent. Ensuite, ça a été étendu aux signes au sens large, avec une variante médicale qui s'intéresse aux symptômes des maladies, et puis aussi dans les sciences sociales, sémiologie, avec un certain nombre de noms très connus, Greimas, Barthes, Baudrillard, Umberto Eco, donc des gens qui vont faire de la sémiologie sociale, avec des indicateurs sociaux. Euh, dans le domaine des sciences, je citerai les mathématiques avec René Thom, le père de la théorie des catastrophes, avec l'apologie du logo, le logo étant l'être au sens général du terme, qui est un ouvrage absolument magnifique qui vous parle des signes et des fonctionnalités en sciences, dans la description de phénomènes, dans les phénoménologies. Et puis enfin, il y a l'archéologie qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'analyse des signes que l'on rencontre en archéologie, et ici en particulier associés aux cupules. Alors le début de l'histoire, c'est le printemps 2023. Euh, Entre midi et deux, euh, j'écoute la télévision et en fait, dans un état de demi-somnolence. Et puis en fait, 2023, c'est l'année du millénaire pardon, pour le Mont Saint-Michel. Et on évoque archéoastronomie au niveau d'un journal télévisé, en particulier sur FR3 Normandie, ce soir repris ensuite sur le journal national de TF1, et on évoque le Mont Saint-Michel, et on évoque le guide du Mont Saint-Michel, Monsieur Saint-Gemme, autour d'une pierre qui est à côté de la basilique, et pierre très particulière qui est une pierre à cupule. Et ce guide, Monsieur Saint-Gemme, que vous voyez sur la photo, dit qu'il a rencontré il y a quelques années un visiteur et que ce visiteur lui a proposé l'interprétation
des trous que l'on trouve sur cette pierre à cupule. Et ce visiteur, ce n'est autre que Stéphane Meeder, et c'est comme ça que je prends connaissance de son existence et de ses travaux. Alors, cette vidéo donne peu d'informations, donc aussitôt je vais voir sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Et donc, je me pose la question, qui est Monsieur Stéphane Meeder? Alors, c'est ce que nous allons reprendre ensemble. Donc, il a fait ses études à l'université de Fribourg, qu'on appelle l'université Albertina, tout simplement parce qu'elle a été fondée par l'archiduc Albert VI d'Autriche. Voici le logo, c'est une université avec 25 000 étudiantes et étudiants. Voici son adresse Internet. Il y fait des études d'archéologie préhistorique et médiévale, études celtiques, histoire médiévale, et son rapport de master signe, et l'objectif était l'étude du chariot, hein, c'est-à-dire de la grande ours. Vous allez voir que ça a du sens. Il fait une thèse en archéologie. Il a fait à l'Institut d'archéologie préhistorique. Donc, on n'est plus à l'université de Fribourg, mais à l'université Humboldt à Berlin. Cette thèse, voici son titre. Alors, elle est en allemand, évidemment. Son titre en anglais, je vais vous le traduire, hein, c'est Acier, pierre et serpent, et une histoire culturelle et technologique des lames, au sens des épées, lames d'épée du Haut Moyen Âge, en particulier de la tribu des Alamans. Donc une thèse qui, a priori, n'a aucun rapport avec l'archéoastronomie. Voici le livre qui a été édité à partir de cette thèse. On va en parler dans quelques minutes. Donc au début de cette thèse, donc, il travaille sur des lames d'épée européennes. Et en fait, il part au Japon, il prend contact au Japon avec un maître polisseur qui est M. Sasaki Tageshi. En fait, il faut savoir qu'au Japon, il y a encore toute une tradition très vivace de fabrication traditionnelle des lames de sabre, autrement dit les katanas. Et l'idée, c'est que les lames qui ont été trouvées en Europe sont très corrodées et ils souhaitent les polir et faire une analyse microstructurale des lames. Et c'est pour ça qu'il va au contact au Japon avec un maître polisseur. Dans la suite, il va retourner au Japon, lier des liens avec des universités japonaises, avoir des postes d'invités là-bas. Donc vous allez voir dans les noms à chaque fois apparaître Deigaku qui veut dire université en japonais. Donc il y a une série de passages dans les universités japonaises, hein, en tant que chercheur et pour faire aussi de l'enseignement. Voici une interview de Stéphane Meeder en japonais. Et puis donc, cette thèse, je vous ai dit, elle est éditée sous forme d'un livre, d'un petit livre. Et ça se fait dans le cadre du musée de l'ancien Arsenal à Solothurn. Donc, Solothurn est une ville de la Suisse alémanique où se trouve un musée. Donc, voici les magnifiques bâtiments. Un musée dans lequel vous avez une collection énorme d'armures et d'armes. Et Stéphane Meeder, après sa thèse, va occuper un poste donc, de research fellow au sein de cette structure. Aujourd'hui, il est raccroché au FIPS, donc un laboratoire de l'Université de Fribourg, qui s'intéresse à la paléohistoire au sens large. Donc, je vous donne ici sa définition sur le site Academia. Donc, voici l'adresse de son site Academia. C'est un idéaliste pragmatique avec quelques tendances hérétiques, un faible pour le fond plutôt que l'apparence. Il pratique la lecture des aciers anciens, c'est-à-dire les microstructures cristallines. Hein. Ça, on est typiquement dans la technologie. Et puis, il a un goût certain pour les speed dating astronomiques par précession. Il cite enfin Moshida Moriji, qui est un escrimeur japonais, hein, l'escrime japonaise. On pratique en fait, pas le fleuret, mais le sabre. Hein, et les vertus de l'épée peuvent rectifier le monde. Et il pratique le kendo, qui est l'escrime japonaise. Il est sixième dan de kendo. Je vous signale qu'il y a 8 dan dans le kendo. Et donc, à partir du sixième, on rentre dans les dan d'enseignement, c'est-à-dire qu'il a capacité à enseigner le kendo. Alors, vous allez dire aucun lien avec l'astronomie. Quel est le lien avec l'astronomie? En fait, c'est les stupas.
Alors les stubas, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gardes, la garde des katanas. Hein. Vous devinez ici la poignée du katana et une garde ici qui est justement pas les gardes qui nous intéressent ici, mais voilà, les stubas, certains stubas sont décorés avec un astérisme, on va voir ce que c'est après, mais une figure remarquable qui est une version stylisée de la grande ours. Alors voici quelques stubas, vous pouvez trouver sur eBay, hein, les gens qui collectionnent les stubas, donc les gardes de katana, et vous voyez qu'il y a assez fréquemment une décoration qui reprend le motif de la grande ours, le motif principal de la grande ours. Donc on est sur des objets ici qui sont beaucoup euh, plus récent que ce qui nous intéresse. Hein. On est une période du XVIIe, on va dire, et c'est un symbole de victoire, en plus de la sécurité pour les marins pour s'orienter. Alors, je vais basculer maintenant dans une seconde partie où on va s'intéresser au centralisme polaire en Asie, avec un sous-titre qui est dans le carré et en dehors du cercle. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le carré symbolise la Terre et le cercle symbolise le ciel. Et vous avez un motif un peu particulier sur une fenêtre, qui est un motif qu'on retrouve assez fréquemment dans la décoration chinoise, et vous allez voir qu'il y a une analogie avec la grande. Alors commençons par ce pivot céleste. Alors ici un document fondateur pour le pivot céleste dans l'ancienne Chine. Alors je ne pratique pas le chinois, probablement comme vous, donc je vais vous expliquer les éléments qu'il y a dedans. Donc on va repartir d'un individu qu'on va placer dans un carré. Donc là, le carré, c'est la Terre. Donc on a le monde d'en bas, pour lequel je ne parlerai pas, hein, qui est le monde des cristaux et de la Terre, et puis on a le ciel. Alors le ciel est représenté par un hémisphère qui peut se réduire à un cercle. Donc ce cercle est situé au-dessus, donc si on revient sur le carré, on va avoir les directions qui permettent de s'orienter sur le carré, donc ce qu'on appelle les points cardinaux, donc avec l'ouest. Alors en Asie, on associe aux points cardinaux des entités, qu'on appelle aussi des déités. Donc à l'ouest, c'est le dragon vert ou le dragon bleu. À l'est, c'est le tigre blanc. Au sud, c'est le phénix rouge, qui est un oiseau rouge. Au nord, on a une tortue bleue ou noire. Et puis ça nous donne les 4 points cardinaux. Mais en Asie, on accorde aussi un centre énorme, une position énorme au centre, avec une entité, une déité qui est le phénix jaune. Euh, et au-dessus, bah, dans l'axe du phénix jaune, on a l'axe de rotation du ciel qui tourne, le fameux pivot céleste. Et on en arrive donc à une notion nouvelle pour nous Européens, c'est qu'aux 4 points cardinaux, on en associe un cinquième qui est le centre. Il y a un mimétisme entre le ciel, la terre et aussi l'homme, hein, microcosme, macrocosme, un petit peu comme en Europe, d'une certaine manière. Si je me projette sur la cité interdite, donc qui est censée faire l'intermédiaire entre le ciel et la terre, hein, avec un plan très particulier, une structuration qui reprend ce qu'on vient d'évoquer, et ici, on est donc pour la cité interdite aussi sur des périodes qui sont beaucoup, beaucoup plus proches de nous, hein, puisque on est entre 1368 et 1912. Je vous propose au-dessus une représentation du ciel, donc la carte de Suzhou, qui est juste avant la construction de la cité interdite. Donc on va détailler cette carte en retrouvant dessus bah, les 4 déités, les 4 directions. Donc la déité rouge, avec, vous avez ici une zone de constellation qui sont en rouge pour le sud, hein. La zone noire, bleu-noir pour la tortue, la zone verte pour le dragon et la zone bleue ici pour le tigre blanc. Vous avez aussi, quand on s'approche du pôle, l'enceinte du palais suprême, qui est l'image, la cité interdite est en fait l'image de ce palais suprême. Vous avez l'enceinte du marché céleste également, et puis surtout la zone centrale, qui est la zone dite violette, et qui est dite interdite, la zone du pôle, qui est totalement sacralisée et totalement interdite.
Et on trouve évidemment dans cette zone violette la grande ours, que les Asiatiques appellent la grande louche, le Big Dipper en anglais. Vous avez une représentation ici. Alors, ce pôle céleste, comment le localiser facilement? Donc, c'est là qu'intervient la grande ours. Alors, plutôt que de parler de la grande ours et du Big Dipper et de la constellation, je vais plutôt parler de la figure remarquable, ce qu'on appelle un astérisme, qui dans la suite j'appellerai 4+3, hein, classique, c'est vraiment ce que l'on voit en premier quand on observe la grande ours. Alors, sur ce 4+3, dans la suite, quand on va parler des pointeurs dans la seconde partie, bah, je ferai référence aux noms qui sont donnés aux différentes étoiles de cet astérisme 4+3, mais on va essentiellement parler de ces 7 étoiles. Alors, dans les représentations, il y en a une qu'on trouve partout, qui est de William Liang. Elle vient d'un ouvrage, en fait, c'est une publication, mais c'est un ouvrage de quelqu'un qui est très connu, Needham, qui a travaillé avec Link. Et en particulier, ça, c'est le volume 3, parce qu'en fait, c'est une énorme encyclopédie. Et le volume 3 s'intéresse, c'est une encyclopédie sur les sciences et sur la civilisation chinoise, hein. Ça a été écrit au début des années 60 aux États-Unis, et c'est censé faire le point sur la civilisation chinoise à l'époque. Et donc le volume 3 s'intéresse aux maths, et particulier aux sciences du ciel et de la terre, et on trouve dedans cette représentation, cette figure dans laquelle on voit l'empereur qui est dans le chariot et qui se déplace, donc traîné par les différentes étoiles, les 3 étoiles du chariot, le chariot étant constitué par les 4 autres. Alors, la localisation du pivot céleste en 2023, c'est bien connu. Il faut trouver la grande ours et puis reporter le segment de la grande ours que vous voyez représenté là, environ 5 fois, pour localiser l'étoile polaire et également la petite ours. Alors, cet astérisme 4+3 est circumpolaire pour nos latitudes, c'est le cas également en Chine, ce qui veut dire qu'au cours d'une nuit, on le voit se déplacer, donc avec le mouvement inverse des aiguilles d'une montre, qui est le déplacement du ciel. Donc évidemment, elle fait un tour complet, donc un tour complet en 24 heures. Évidemment, une période sur les 24 heures, on ne la voit plus puisque on a le soleil qui s'est levé. Elle fait un tour complet et vous obtenez ce dessin très particulier qui fait penser, on n'en a pas de preuve directe, mais à cet élément de la décoration chinoise, avec cette espèce de tourbillon qui tourne, qui peut-être est finalement le Big Dipper. Alors, au cours de l'année, bah, évidemment, le ciel bouge, et donc on ne retrouve pas la constellation à la même heure, en début de nuit par exemple, dans la même position. Les Chinois parlent, et je croyais que c'était analogique, mais ça l'est pas du tout, parlent de retournement de la grande louche, et on observe réellement un retournement de la grande louche au travers des saisons. Alors, quelques petits éléments pratiques, parce que la grande ours, on la cite toujours pour s'orienter, mais elle permet donc de retrouver la polaire, trouver le nord. Donc ça, c'est important quand on a à se déplacer la nuit. Alors, qui se déplace la nuit? En principe, on ne se déplace pas la nuit, hein, surtout aux époques reculées. On se déplace la journée. La journée, on a le soleil pour se repérer. Donc la nuit, c'est plutôt les gens qui vont être sur la mer et qui, là, nécessairement, la nuit, ont besoin de s'orienter et qui vont donc détecter le nord grâce à la grande ours. Alors on peut aussi trouver sa latitude. Alors c'est assez marrant, il suffit donc de détecter déjà la polaire avec la grande ours, ensuite d'allonger votre bras droit ou gauche selon le cas devant vous et pointer le point vers l'horizon. Vous placez votre autre point au-dessus du premier et vous continuez jusqu'à ce que l'un de vos points rencontre la polaire. Alors en pratique, ça donne ça, horizon nord, la polaire dans cette direction. Donc je pointe l'horizon nord et puis je monte et je compte le nombre de points nécessaires pour arriver à m'aligner sur la polaire. Je suis à Dijon. Si je le fais à Dijon, bon, on est à 40 et quelques de latitude, 40 degrés de latitude, je trouve 4 points. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 10 degrés par point de latitude. Quelques représentations maintenant du Big Dipper, donc de la Grande Ourse, hein. Commençons avec un site chinois, le plus ancien, découvert en 2006 en Mongolie. Euh, on a peu de photos, c'est des photos qu'on trouve sur des agences chinoises,
C'est un rocher sur lequel on a des cupules assez importantes et qui dessinent, qui ressemblent fortement à notre astérisme 4+3. Alors, ça a été daté comment? Parce que on connaît la culture, euh, une culture chinoise qui est la culture de Hongja. Regardez sur Wikipédia, vous avez un certain nombre d'informations sur cette culture. Moi j'ai été étonné parce que des poteries absolument magnifiques, des artefacts en jade taillé avec un travail du jade qui est déjà très très sophistiqué. Et donc c'est ainsi que cette pierre à cupule a été datée et donc elle remonte, c'est le plus vieille représentation, on peut dire, de la Grande Ourse. Un autre site chinois très connu qui a été découvert donc dans les années 80. Donc ici une photo avec donc c'est tout un complexe avec beaucoup de tombes. Parmi ces tombes, des tombes simples, hein, une tombe relativement sophistiquée qu'on a l'habitude d'appeler la tombe du chaman, où on trouve un corps qui visiblement était le propriétaire de la tombe, entre guillemets, et puis il est entouré par des animaux qui sont créés avec un amoncellement de coquillages. Alors c'est la première représentation de nos fameuses déités des directions. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. Donc c'est Stephen Meder qui m'a mis sur la piste, hein. Donc on parle de la tombe M45, où vous avez donc un corps qui est orienté grosso modo selon le nord, qui est visiblement cette tombe est la tombe de cette personne, hein, puisque les trois autres corps, visiblement, sont des personnes qui ont été sacrifiées. Et puis, donc, les deux animaux, c'est ça qui nous intéresse, hein, donc le dragon d'un côté et le tigre de l'autre, qui sont donc deux des 5 déités dont je viens de parler. Alors, la littérature sur ce site, c'est assez compliqué d'en trouver. Il y a les relevés de fouilles, qui ont été édités en 2012, très conséquents, c'est 2 volumes, évidemment c'est tout en chinois, donc c'est inaccessible pour moi. Le papier qui est cité en permanence, c'est un papier de Feng Shi de 2001, donc archéoastronomie en Chine, qui est également en chinois. Donc j'ai cherché beaucoup ce papier. J'ai trouvé ensuite une référence que j'ai pas pu consulter parce que c'est un livre récent de Monsieur Magli qui a écrit beaucoup d'ouvrages. C'est un archéoastronome. Il a écrit beaucoup d'ouvrages euh, comment on va dire généraux, hein, sur l'archéoastronomie. Il y a en particulier un ouvrage sur les paysages sacrés de la Chine impériale, qui probablement recèle beaucoup d'informations. Alors pour info, le papier de Feng Shi central, j'ai eu beaucoup de mal pour le trouver, parce que si vous positionnez cet auteur, Feng Shi, sur Google, Google va à tout prix vouloir croire que vous cherchez Feng Shui. Alors vous pouvez exclure avec la syntaxe Google Feng Shi, mais Google revient à la charge avec Feng Shui parce qu'il n'a rien d'autre à vous fournir. Donc, il faut aller sur le Google chinois, qui est Beidou. Euh, c'est comme ça que j'ai pu enfin accéder à ces documents, bon, qui de fait sont en chinois, donc qui sont difficiles à consulter. Sachez que Beidou, donc, ça veut dire grand ours, hein, et puis Beidou, c'est aussi le système GPS chinois de repérage, hein. Donc, dans les documents donc cités, en particulier le papier de Feng Shi, il y a une figure dans laquelle il fait une tentative d'attribution d'étoiles aux deux représentations du dragon et du tigre. Là, honnêtement, je suis absolument pas en accord avec ça. Enfin, c'est totalement gratuit. Je vous le cite, mais pour moi, c'est totalement gratuit et je ne vois pas trop l'intérêt de cette approche. La littérature accessible, il y a une thèse relativement récente de 2021, l'Université de Leyde, Monsieur Cheng, qui fait un parallèle entre l'ancienne Chine et la Mésoamérique en termes de croyances et d'architecture. C'est assez troublant parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre la Mésoamérique et la Chine ancienne sur les couleurs associées aux directions, évidemment sur le système des idéogrammes qui est commun des deux côtés. Enfin, il y a beaucoup de choses à trouver. Ensuite, plusieurs papiers énormes qui ont été écrits par Monsieur John Didier. Donc, il y a plusieurs volumes. Donc, on les trouve en téléchargement direct sur un site qui s'appelle le site des papiers sino-platoniques, qui est véritablement une mine d'articles très conséquents,
puisque dans le cas de Monsieur Didier, ces articles font plus de 300 pages. Donc le volume 1 est consacré, enfin les trois volumes sont consacrés aux croyances autour du pivot céleste, en Chine et ailleurs. Le premier volume, je m'y suis beaucoup intéressé parce qu'il y a beaucoup de choses donc sur la Chine ancienne. Je suis un peu moins en accord avec les volumes 2 et 3 qui vont au-delà sur d'autres représentations que le pivot céleste. Ensuite, pour bien faire, il faudra aller voir les travaux de Monsieur Pancenier, je ne l'ai pas encore fait, mais qui est aussi quelqu'un d'incontournable sur l'histoire du pivot céleste. Alors, maintenant, quelques autres exemples, la représentation du ciel, hein. Ici en Corée du Nord, donc c'est une zone où, en fait, aujourd'hui on est en Corée, hein, mais c'était anciennement la Chine. Donc c'est un complexe où il y a énormément de tombes, 10 000 tombes, il y a 90 tombes ornées. Ici, donc ces tombes de Koguryeo, en fait Koguryeo c'est toute une civilisation qui s'étale de 37 avant jusqu'à 700 après, une civilisation très riche, hein. Ici on se polarise sur un mausolée assez énorme, donc qui est situé en Corée du Nord. Et l'intérêt de ce mausolée, c'est qu'on y trouve dedans des représentations, très belles représentations enfin, de toutes les déités, mais en particulier du dragon et du phénix rouge. Un autre site en Corée du Sud maintenant, toujours de la même civilisation, Goguryeo, un magnifique toit en espèce de coupole, hein, c'est pas exactement une coupole sphérique, coupole ovoïdale, et sur laquelle on trouve une représentation du ciel, probablement symbolique plus que réelle. Vous allez y trouver évidemment en bonne place le Big Dipper ici, hein, mais on y trouve également le Soleil, la Lune, certaines planètes donc, ont été positionnées, la rivière d'argent, c'est-à-dire la Voie lactée, donc une magnifique carte du ciel, beaucoup plus récente que ce qui nous intéresse, mais que je souhaitais vous montrer. Alors, saviez-vous que les Jeux olympiques de Corée ont transformé une de ces déités, le phénix rouge, en une star mondiale avec ce dessin qui a été présenté à l'ouverture des Jeux et également à la clôture. Donc, c'est ce phénix rouge, la déité du Sud. Encore un site en Corée du Sud, un site assez magnifique avec un mausolée, avec un toit de forme hexagonale, avec en bonne place le Big Dipper, c'est-à-dire la Grande Ourse. Allons maintenant au Japon, près de Nara, avec le tumulus de Kitora, où il y a un magnifique musée qui a été mis en place. Donc, voici quelques photos. Vous allez aller sur le site du musée, vous avez pas mal d'informations. On y trouve en fait dans ce mausolée une super carte du ciel, là beaucoup plus évoluée, hein. Alors les étoiles sont représentées par des petits spots qui ont été dorés à la feuille. Et dans le musée, vous avez une représentation, on va dire taille réelle, de cette carte du ciel, hein, avec un éclairage qui est assez magnifique. Ensuite, restons au Japon avec les mégalithes de Kanayama, toujours à côté de Nara, le Stonehenge japonais. Allez sur le site, je ne peux pas vous en dire plus, hein. Donc le site a deux versions, une version anglaise et japonaise. La version anglaise est très très limitée. Allez sur la version japonaise et puis activez la traduction avec votre navigateur. Il y a des photos absolument magnifiques. Donc je vais vous en passer quelques-unes. Donc on est en pleine forêt avec des énormes blocs euh, qui... il y avait une cité avant à côté de ces blocs qui maintenant a disparu. Donc le site est déjà magnifique en soi, des blocs qui sont absolument énormes. Et puis, il y a tout un jeu de lumière. Alors, regardez sur le site, vous verrez, il y a tout un tas de visites qui sont organisées en lien avec des événements, disons, de positionnement du Soleil au cours de l'année. Nous, on va se polariser sur le bloc E, et qu'il y a plusieurs blocs, plusieurs zones de blocs. Le bloc E, pour lequel on a ici une amie de Stephen Meder qui vous donne l'échelle. Et sur ce bloc, on a des cupules. Et ces cupules dessinent la Grande Ourse, le Big Dipper. Alors, voici les relevés qui ont été faits par M. Stéphane Meder en 2010. Ici, l'effet avec des chandelles dans les cupules, hein, de nuit. Alors, vous noterez, pour ceux qui connaissent la Grande Ourse, une chandelle supplémentaire. Ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux et d'assez récurrent.
Hein, on trouve aussi sur des cartes chinoises une étoile supplémentaire. Alors ça reste mystérieux. Je n'ai pas d'explication à vous donner, mais il y a certainement quelque chose à analyser derrière cette étoile supplémentaire. Donc voici la fin de cette première partie. Donc on vous invite dans la seconde partie pour continuer et découvrir ce qu'on appelle les speed dating astronomiques, c'est-à-dire l'interprétation de schémas de cupules en termes de carte du ciel. Un grand merci à Stéphane Meder et un lien avec sa petite chaîne YouTube.